Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler alcool au travail, quel risque pour l'employeur. On parlera également métaverse, quel encadrement juridique. Et enfin, les enjeux du cloud souverain. On commence tout de suite cette émission avec Hélène Daher, fondatrice de Daher Avocat, pour parler alcool au travail, quel risque pour l'employeur. Hélène, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les règles que l'employeur doit respecter en matière de consommation d'alcool au travail? Alors, étonnamment, il n'y a pas grand-chose dans le Code du travail. Il y a un article unique qui interdit de faire pénétrer sur le lieu de travail des gens en état d'ébriété et qui interdit la consommation d'alcool sur le lieu de travail avec une petite tolérance pour le vin, le cidre, la bière et le poiré, donc les alcools, les boissons faiblement alcoolisées. Mais ce sont des règles d'abord assez rares et surtout assez désuètes, qui ne sont pas du tout adaptées aux risques qu'on va avoir aujourd'hui pour un employeur, qui sont surtout liées à la consommation d'alcool lors des soirées organisées par l'employeur en dehors du temps de travail, du lieu de travail. Quels sont les risques en matière de surconsommation sur le lieu de travail? Alors, le risque, l'abus d'alcool, évidemment, ça va être générateur et en tout cas accélérateur de risque, amplificateur de risque. Nous, on a eu pas mal de dossiers au cabinet ces derniers mois, notamment à la suite des soirées de Noël. Donc typiquement, ça va être un endroit où une soirée organisée par l'employeur avec un petit peu d'alcool, ça peut dégénérer. Donc le risque le plus évident, le premier risque classique, on va dire, c'est le risque d'accident de trajet. C'est-à-dire que la jurisprudence est claire sur le fait que l'état d'ébriété ne gomme pas le lien de subordination. Donc, typiquement, le salarié qui reprend son véhicule en état d'ébriété après une soirée peut être dans un cas d'accident de trajet. Donc, à la clé, évidemment, le risque, c'est la faute inexcusable de l'employeur. Ça, c'est le premier risque. Deuxième risque, c'est le risque de responsabilité pénale de l'employeur et potentiellement d'autres collaborateurs. Il y a eu au moins un précédent en jurisprudence où en fait les collègues n'avaient pas empêché un collaborateur de reprendre son véhicule et ça s'est fini tragiquement. Et il y a eu une responsabilité pénale engagée, en tout cas des collaborateurs qui n'avaient pas empêché leur collègue de reprendre son véhicule. Donc ça, c'est responsabilité pénale des collaborateurs et potentiellement de l'employeur s'il est fautif. Responsabilité pénale aussi du collaborateur qui aura surconsommé s'il a un comportement déviant lors de la soirée ou en marge de la soirée. Donc évidemment, on pense au harcèlement sexuel, on pense à l'agression, on pense à un outrage sexiste. Et bien sûr, l'employeur, dans ces hypothèses-là, devra initier une procédure disciplinaire à l'égard du salarié. Donc, ça le contraint un petit peu à devoir initier une procédure disciplinaire. Et troisième risque, un petit peu plus rare, c'est la responsabilité civile. Quatrième risque, responsabilité civile de l'employeur. Si un collaborateur en état d'ébriété a, par exemple, dégradé un bien. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la fin du Dry January, c'est le lendemain de la fin du Dry January. L'idée, c'est pas du tout de se dire non, il faut interdire la consommation d'alcool, il faut proscrire toutes ces soirées organisées par l'employeur. Elles sont extrêmement importantes pour l'attachement à l'employeur, pour l'esprit d'équipe, pour la motivation des collaborateurs. Mais c'est plus de dire vigilance quand même. Voilà, vigilance, prévention et encadrer effectivement les pratiques des collaborateurs, sensibiliser aussi les employeurs à ça. Donc, on voit que les risques sont nombreux. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place lorsque l'employeur organise un événement festif? On l'a vu, le Code du travail n'est pas très aidant sur le sujet. Donc, c'est effectivement à l'employeur de définir un certain nombre de règles. Donc, peut-être en distinguant deux grands types d'événements. L'événement qui va avoir lieu sur le lieu de travail et celui qui aura lieu en dehors du lieu de travail. Donc, sur le lieu de travail, le bon outil, à notre sens, c'est le règlement intérieur. Donc, on ne peut pas interdire totalement la consommation d'alcool, sauf pour les postes à risque, ça c'est clair. C'est pas possible d'interdire à ce point. Il est interdit d'interdire, en gros. Mais en revanche, encadrer en disant, en prévoyant une date, des fréquences par équipe, par exemple, en prévoyant une quantité maximale, on peut se caler sur, par exemple, les règles du code de la route, ça peut être un bon indicateur. Prévoir des durées maximales aussi pour les pots qui ont lieu sur le lieu de travail, au temps de travail. Et en ce qui concerne les soirées organisées par l'employeur en dehors du temps de travail,
Là, c'est peut-être de l'anticipation, de la prévention. Donc, nous, ce qu'on a suggéré à certains de nos clients, c'est que dans l'invitation qui est envoyée par mail, de prévoir une case à cocher par laquelle, lorsque le salarié accepte l'invitation, enfin dit qu'il sera présent, il coche une case en disant voilà, je m'engage à à consommer de manière raisonnable de l'alcool, à avoir un comportement adapté lors de cette soirée. Donc ça, c'est un engagement du salarié. Ça peut être aussi évidemment sur place de prévoir une date de fin qui soit cohérente, typiquement avec les horaires des transports en commun. Ça peut être d'organiser des équipes avec des collaborateurs qui vont s'engager à ne pas boire, comme on fait en discothèque, entre amis. Ça limite la responsabilité de l'employeur. Est-ce que ça l'exonère? Ça l'exonérera pas nécessairement, mais on va dire que déjà, ça permet de limiter les risques pratiques. C'est-à-dire qu'on rappelle que la soirée, même en dehors du temps de travail, c'est pas, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais c'est pas open bar sur les comportements qu'on peut avoir. Donc, ça rappelle que voilà, on doit faire attention, faire preuve de vigilance quand on est salarié. Évidemment, l'employeur peut aussi se dire, je vais limiter le nombre de verres par salarié avec, ça peut être un bracelet, comme on voit, avec, par exemple, chacun peut avoir 2 verres, prévoir aussi des boissons non alcoolisées de qualité. Voilà, en fait, sensibiliser les collaborateurs au risque, ça permet de limiter les risques pour l'employeur. Parce que de toute façon, statistiquement, ça va permettre aussi de limiter les difficultés qui peuvent intervenir. Alors là, on a vu les événements à l'initiative de l'employeur, mais qu'en est-il quand c'est les salariés qui organisent eux-mêmes un événement? C'est une bonne question parce qu'en pratique, c'est quand même assez fréquent quand il y a une bonne ambiance. Bien sûr. Le pot qui va avoir lieu, le pot du soir qui va avoir lieu entre collaborateurs, qui est organisé entre eux, c'est clair, c'est un pot qui relève de leur vie privée. Je veux dire, c'est un pot qui peut être comme entre amis, tout simplement. Donc, ça n'a pas de lien avec l'entreprise, en principe. Si le manager y est invité, par exemple, nous, on va plutôt lui dire, il va être tenté de payer une tournée, ce qui est plutôt sympathique. On va plutôt lui dire, bon, il vaut mieux payer la première, parce que ça évite le verre de trop. Donc, pareil, en fait, c'est un peu... L'idée, c'est d'avoir... c'est pas d'interdire, c'est plus d'encadrer, d'avoir un peu de bonnes pratiques avec du bon sens pour préserver justement ces événements festifs dans l'entreprise qui sont très importants pour que les collaborateurs soient soudés. On va conclure là-dessus. Merci Hélène d'être venue sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et on va parler métaverse. Quel cadre juridique avec Adrien Badevant, fondateur du cabinet Badevant Avocat. Adrien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous avez participé à la rédaction d'un rapport sur le métaverse. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de ce rapport qui a été rendu au gouvernement? Effectivement, on a réalisé une mission exploratoire qui n'est pas une mission exhaustive parce qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Les métavers, on les définit davantage au pluriel avec mes co-auteurs, 2 chercheurs, Rémi Ronfard et Camille François. On a remis à 3 ministres, économie, numérique et aussi culture, les enjeux d'un point de vue sociétal, régulatory, économique sur ces nouveaux mondes virtuels. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est déjà de clarifier les débats. Il y a beaucoup de confusion autour de ces questions. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont renommées, parfois même avec des termes très descriptifs et proches comme méta. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les métavers, c'est Facebook, d'autres qui pensent que les métavers, c'est le Web 3. Et vous voyez, lors de toutes les conférences qui peuvent exister sur ces sujets, la juxtaposition de ces termes, alors qu'en réalité, il y a différents concepts sous-jacents. De manière assez synthétique, si je devais les présenter, on a une volonté d'aboutir à un métavers un peu avec un M majuscule comme Internet, qui pourrait prendre 10, 15, 20 ans. Personne n'a de boule de cristal, mais ça mettra un peu de temps. C'est une architecture qui serait interopérable entre différents mondes virtuels où il y a des expériences immersives en temps réel partagées. Aujourd'hui, il n'y a pas encore cette infrastructure qui existe véritablement, mais il y a plein de proto-métavers, de différents projets, que ce soit industriel, que ce soit culturel. Il y a des personnes qui font des jumeaux numériques de bâtiments, il y en a d'autres qui proposent des réseaux sociaux très gamifiés, que ça soit ou pas basé sur des blockchains. Et vous avez des projets comme Sandbox, Decentraland qui sont basés sur des registres distribués et d'autres pas du tout. Donc, les modalités d'accès à ces mondes, que ça soit avec des casques de réalité virtuelle, avec des lunettes de réalité augmentée ou la présence ou non de blockchain ne sont pas des éléments constitutifs. Ce qui est constitutif des métavers, c'est cette nouvelle ère esthétique. C'est une nouvelle façon de vivre des expériences immersives. Au lieu d'être derrière l'écran, d'être peut-être davantage à l'intérieur. Quand bien même, il y aura des métavers qui seront accessibles aussi par smartphone. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Vous voyez, il y a différents
ordres chronologiques, mais il faut déjà savoir de quoi on parle. Et donc, ce rapport visait à dresser des typologies en ce sens. Alors, est-ce qu'il faut adapter notre droit positif au métavers? Alors, juridiquement, il y a beaucoup de questions qui se posent en fonction du type de métavers concerné. Vous allez avoir des questions en propriété intellectuelle. Si vous voulez faire la réplique hyper réaliste d'un bâtiment, il peut se poser des questions pour respecter certains droits d'auteur. Il peut aussi avoir, si vous faites des transactions en ligne qui reposent sur des blockchains, des questions liées à la fiscalité qui sont assez inédites. On voit sur les sujets des jetons que tout n'a pas encore été tranché. Et puis, il y a aussi des enjeux de trust and safety, c'est-à-dire la sécurité des utilisateurs. Vous savez que sur des plateformes qui sont utilisées aujourd'hui par plus de 250 millions de joueurs comme Roblox ou Fortnite, il y a la question de savoir en temps réel comment vous allez modérer non pas seulement des contenus, mais des comportements, comment vous allez pouvoir en fait avoir plusieurs identités, parcourir de manière peut-être pseudonyme ou anonyme dans des mondes virtuels, tout en pouvant avoir des redditions de comptes. Et donc, on a des textes européens que vous connaissez très bien et dont vous parlez très certainement régulièrement sur cette chaîne, comme le Digital Services Act, Market Act ou AI Act, qui arrive en vigueur, disons, début 2024 pour simplifier, qui sont des principes généraux, mais dont il va falloir après avoir des lignes directrices beaucoup plus granulaires que les différentes autorités administratives indépendantes concernées, l'ARCOM, la CNIL ou autres, vont pouvoir affiner pour justement montrer comment, dans certaines configurations, qu'elles soient immersives, il peut avoir des règles spécifiques qui pourraient s'appliquer. Par exemple, comment des plateformes vont devoir rendre compte de la manière dont ils font des modérations de comportements en ligne en temps réel. En définitive, comment doit-on appréhender ces métavers? Alors, il y a des questions qui sortent d'ordre culturel, parce qu'en France, on est un pays de 70 millions de personnes, et donc il faut anticiper sur quelles sont les priorisations qu'on veut faire en termes d'investissement, quels sont les acteurs du monde, par exemple, des jeux vidéo, de la création 3D, qu'on veut promouvoir ou non. Donc, il va falloir appréhender ça en analysant quelles sont les chaînes de valeur pour savoir où mettre l'investissement. Mais il faut aussi, avant tout projet, partir des usages, voir les usages qui ont le plus de sens. Les métavers ne vont pas substituer Internet. C'est d'autres expériences qui arrivent en complément et qui peuvent aussi prolonger peut-être une ère d'Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il y a des questions d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique de l'offre que de la demande. Et donc, ça va prendre un certain temps. Vous allez devoir faire des études sur les risques psychosociaux parce que si vous mettez certaines devices, il y a des risques de fatigue musculaire. Voilà. Donc, c'est ces enjeux-là qu'il faut appréhender et aussi les mesures de l'impact écologique et environnemental de tous ces dispositifs technologiques pour savoir, encore une fois, lesquels devraient être priorisés. Est-ce que ça a beaucoup de sens de faire des expéditions immersives pour la France dans une perspective où on veut continuer à être le pays le plus visité alors qu'on est dans un contexte de contraintes sanitaires, écologiques et de récession économique? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour la formation professionnelle peut-être aussi. Mais voilà, il va falloir bien étudier et mesurer tout cela pour savoir quels sont les arbitrages qu'on va prendre en conséquence. On voit que les enjeux sont nombreux. Merci pour votre éclairage sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre invitation. On poursuit ce Lex Insight sur Décideur TV avec Daniel Cadar, associé chez Reed Smith, pour parler des enjeux du cloud souverain. Daniel Cadar, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez. Alors, qu'est-ce que le cloud souverain? Alors, c'est une réponse réglementaire à un défi technologique, économique et politique. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que, eh bien justement, face à des providers, ou en tout cas une offre qui est essentiellement une offre venue en dehors du territoire de l'Union européenne, il y a eu une réflexion qui s'est développée au fil des années passées sur la question de savoir comment on pouvait effectivement avoir une maîtrise totale des données qui circulent, et à l'époque de la big data, évidemment, la multiplication de ces données massives pose un certain nombre de questions, surtout avec l'intrusion de lois de surveillance américaines qui sont le chiffon rouge qui ont été agités par les autorités.
Donc, le cloud souverain, c'est une réponse ici réglementaire qui vient te dire que il faut protéger vraiment coûte que coûte, si je puis dire, les données européennes de l'intrusion de ces lois de surveillance et de ce fait-là, offrir des solutions alternatives qui sont des solutions européennes où ces données ne seraient pas sujettes à ce genre d'intrusion. Alors, vous parlez de solutions alternatives. Concrètement, comment on met en place une souveraineté numérique? Alors, quand on le fait de manière, organisée, économique, enfin, quand on a l'économie, on essaye de faire développer des acteurs qui soient effectivement des champions qui puissent porter ce genre de choses. Alors, c'est toujours très difficile. Quand on en a quelques-uns, il vaut mieux ne pas leur taper dessus, mais nous avons nos querelles de clocher, comme vous savez. Ceci étant, le développement est essentiellement aujourd'hui un développement qui est un développement réglementaire, c'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre de normes qui prévoient précisément des cahiers des charges permettant d'éviter ce genre d'intrusion. Alors, on entend notamment par là le SecNum Cloud de l'ANSSI. Donc ça, c'est véritablement une des réglementations phares qui sont aujourd'hui déjà, en voie d'application. On réfléchit également dans le domaine de la santé à la nouvelle réglementation autour des hébergeurs de données de santé. Et ça aussi, sur la question de la certification. Donc ça, ce sont des réflexions qui sont en cours. On a également, par exemple, au niveau de la CNIL, également dans le domaine de la santé, vous aurez compris que c'est un domaine qui m'est cher, toute une réflexion autour des entrepôts de données de santé. Alors, au niveau européen, il y a l'initiative Gaia-X. Où en est-on? Eh bien, au développement, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions pour traiter essentiellement de cette question-là. Encore une fois, c'est le chiffon rouge qui est en tout cas agité pour essayer de pousser à un développement de ce type-là. Mais fondamentalement, on continue à travailler sur ces sujets-là, sachant que évidemment il y a des interactions, c'est-à-dire que par exemple le Data Privacy Framework qui est en train d'être retravaillé à la suite de l'ordre exécutif qui a été signé par le président Biden à la fin de l'année dernière, est quelque chose qui est censé remplacer le Privacy Shield qui avait été invalidé. Donc ça, c'est pour les transferts de données. Mais la question centrale, encore une fois, toujours, est la question de l'intrusion de ces fameuses lois de surveillance. Alors, on voit que les questions sont nombreuses, que c'est difficile de mettre en place cette souveraineté numérique. Quels sont les freins principaux ? Alors, il y a des questions, organisationnelles. Et là, encore une fois, ce sont des histoires de querelles de clocher. Mais ce que je voudrais quand même donner comme illustration, c'est l'arrêt Doctolib du Conseil d'État de mars 2020. Qu'est-ce qu'il apporte, cet arrêt ? Alors, cet arrêt, il apporte une réponse qui est une non-réponse à un problème qui ne devrait pas être un problème. Donc, je m'explique. Doctolib hébergeait sa solution de réservation de rendez-vous pour une chose, une petite histoire, qui est juste toute la campagne de vaccination anti-Covid en France, chez un hébergeur américain, un GAFAM, mais avec avec un hébergement qui était un hébergement en Europe. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a eu une levée de bouclier sur la question de savoir si effectivement l'intrusion de loi de surveillance ne mettait pas en danger l'ensemble du système. Et il y a eu un recours qui a été engagé contre cette solution-là pour empêcher cette campagne de vaccination sous ce cadre-là. Ce qui veut dire que, au nom de la protection des comorbidités de M. Dupont, parce que c'est d'une interférence de loi de surveillance sur ces comorbidités-là, on a mis en danger un vrai programme de santé publique. Donc c'est ça la dualité qui est assez difficile. Trouver l'équilibre entre ces intérêts. Absolument, et une réponse qui était une non-réponse, parce que pour s'en sortir, le Conseil d'État a dit que, ma foi, une comorbidité ne serait pas une donnée de santé. Et alors là, les juristes, évidemment, s'interrogent. Mais cet arrêt montre cette dualité, montre cette difficulté-là, qui se retrouve également, je dirais, alors il y a plusieurs pans ici qui sont importants. Le premier pan, c'est un pan d'organisation des autorités publiques françaises sur ces questions-là.
ce que dit une autorité n'est pas nécessairement ce que dit le ministère et vice-versa. Donc vous avez un certain nombre de réflexions sur la question de savoir quand on facilite la télémédecine d'un côté alors que l'autorité de régulation vous dit qu'il faut surtout faire attention à ce que les données soient protégées, vous avez une tension qui se retrouve en matière d'hébergement, qui se retrouve en matière d'entrepôt de données de santé. Donc ça, c'est un premier point. Et vous avez également ensuite des questions qui sont économiques, ou en tout cas, je dirais, pratiques. C'est-à-dire que le cahier des charges, aujourd'hui même, sans des difficultés dont nous discutons ici, d'un hébergeur de données de santé en France, n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on fait dans les pays voisins. On fait appel aux GAFAM sans aucune difficulté dans les pays voisins. En France, il faut une solution plus ou moins particulière, ça dépend. Ensuite, il y a un vrai problème ici, et je pense que ça, c'est un sujet qui est important, c'est que le RGPD, ce sont des sanctions considérables. Et quand vous avez des sanctions considérables qui sont attachées au non-respect de la protection des données de santé, eh bien, vous ralentissez le processus de mise en place, notamment de partenariat, par exemple dans le domaine de la recherche. Alors on s'interrogera ensuite s'il y a une relation de cause à effet en matière de développement d'un certain nombre de vaccins récemment. Où sont les champions français sur cette question-là? Ces questions-là sont tellement longuement débattues que l'on perd un temps considérable, effectivement, à pouvoir avancer. Bon, on voit que les questions restent nombreuses à régler. Oui. On va terminer là-dessus. Merci Daniel Cadard d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.